Bonjour à toutes et tous. Un grand merci de vous être connectés aujourd'hui pour un nouveau webinaire de Corasso. Aujourd'hui, ça va être un bel échange entre le professeur Agnès Dupré-Bory et Maglone Haribo, pardon, premier cafouillage, que je remercie d'être avec nous pour nous partager une belle aventure. Alors, je commence par des petits détails techniques. On va enregistrer cette session, ça a déjà commencé d'ailleurs. Rassurez-vous, on ne voit pas ni les noms ni quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez poser vos questions en toute liberté dans le chat. On les posera à Maglone et à Agnès en fin de session directement. Pour rappel, les questions, c'est des questions qui les concernent directement, même si Agnès va nous faire un petit retour sur les cancers tête et cou. Ce n'est pas l'objet d'une consultation personnalisée, bien sûr, mais bien l'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'ouvrage de Maglone, Langue étrangère. Donc, Maglone, je te laisse te présenter plus en détail, puisque pour l'instant, à part ton prénom et le nom de ton livre, je n'ai rien dit de plus. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maglone Haribo, j'ai 50 ans, je suis toulousaine. J'ai 2 filles de 16 ans et 14 ans et depuis un peu plus de 10 ans, je travaille chez Radio France à la régie publicitaire. Donc, je suis commerciale et donc je parle beaucoup dans le cadre de mon métier. Il y a eu un peu plus de 2 ans, on m'a décelé un cancer de la langue mobile sur le côté droit de ma langue. J'ai été opérée et suivie à l'Oncopole à Toulouse, opérée par le professeur Dupré-Bory, que je vais nommer Agnès, si elle le veut bien, tout au long du webinaire. Voilà pour la présentation. Je vais laisser le soin à Agnès de se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous. Je suis chirurgienne à l'Oncopole à Toulouse, à l'Institut universitaire du cancer, et je suis chercheuse associée aussi dans une unité de biomatériaux qui s'appelle le CIRIMAT, qui est basée à Toulouse. Alors Sabrina, je débute? Ouais. Allez-y, allez-y. Alors, on va commencer juste par quelques données sur les cancers de la tête et du cou, et plus particulièrement sur le cancer qui a touché Maglone, qui est un cancer de la bouche. Donc, on parle de cancer aussi de la cavité buccale. Il y a plusieurs localisations dans les cancers de la tête et du cou. Par exemple, le cancer du larynx qui comprend les cordes vocales. Et le cancer de la bouche, ça comprend les cancers qui sont situés au niveau du palais, au niveau des gencives, au niveau des faces internes de joues, des lèvres et au niveau de la langue mobile. Donc en fait, au niveau de la langue, il y a 2 parties. Il y a la langue mobile qui est la partie que l'on voit dans la bouche, qu'on voit bouger. Et derrière, il y a une plus grande partie qui s'appelle la base de langue. Et ça fait partie des cancers plutôt de l'oropharynx. Alors, les cancers de la tête et du cou, la problématique, c'est que souvent, on les associe à un facteur de risque particulier qui est la consommation de tabac et la consommation d'alcool. Donc, c'est un des facteurs de risque principal, mais il y a d'autres facteurs de risque. Ce qui fait que les patients qui n'ont pas fumé, qui n'ont pas bu, peut-être que le diagnostic, des fois, il peut être encore plus tardif que pour les autres, parce que quand ils présentent des symptômes de cancer, justement, de la tête et du cou, comme ils n'ont pas, en fait, cette intoxication de tabac et d'alcool, des praticiens, des fois, peuvent ne pas penser que ça peut être un signe de cancer de la tête et du cou. Alors, on sait en fait depuis plusieurs dizaines d'années que les cancers de l'oropharynx, donc il y a Michael Douglas qui en a beaucoup parlé, sont liés dans 30 à 40% des cas à un virus qui est le human papillomavirus. Maintenant, les cancers de la bouche, on le verra après, il y en a beaucoup en fait de plus en plus qui ne sont pas non plus liés aux facteurs de risque les plus connus qui sont le tabac et l'alcool. Les cancers de la tête et du cou, c'est un cancer qui est quand même assez fréquent, donc on essaie d'en parler de plus en plus. Grâce à Corasso, en fait, c'est plus médiatisé. Mais c'est le cancer qui est le 5e le plus fréquent chez l'homme en Europe. Il y a à peu près 16 000 nouveaux cas par an en France. Et le nombre de cas, en fait, il ne cesse d'augmenter. On estime qu'en 2030, il y aura une augmentation quasiment de 30% du nombre de cas de cancer de la tête et du cou. Parmi ces cancers, il y a un quart, voire un tiers, qui sont représentés justement par les cancers de la bouche. Donc ça fait à peu près 5 000 nouveaux cas par an.
Et la particularité des cancers de la bouche, c'est comme les cancers de l'oropharynx, le nombre de nouveaux cas ne fait que augmenter en France, en Europe, partout dans le monde. Donc vous avez ici des courbes où on voit en fait en haut à droite que la courbe elle fait que monter, et ça monte plus particulièrement chez la femme. On estime que le nombre de nouveaux cas chez la femme entre les années 90 et 2018, il a plus que doublé actuellement. Les facteurs de risque principaux, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de cancer de la tête et du cou, c'est la consommation de tabac. Et en fait, c'est la quantité de tabac que l'on cumule dans l'organisme. Nous, on parle de nombre de paquets années, c'est-à-dire la consommation de paquets de tabac consommés par jour pendant le nombre d'années. Donc, vous avez un diagramme en haut à gauche et on voit que le risque de développer un cancer tête et cou, il est augmenté en fonction de cette quantité de tabac cumulée. Si on associe l'alcool, ça démultiplie le risque de développer un cancer. Et l'alcool, quand on le consomme sans cigarette, si on consomme plus de 3 verres par jour, ça devient un facteur de risque indépendant aussi de développer un cancer de la tête et du cou. Maintenant, ces facteurs de risque qui sont connus, le tabac et l'alcool, ça explique que 64% des cas de cancer de la bouche. Donc, il y a d'autres facteurs de risque qui sont évoqués. On va les voir ici. Donc, il y a des facteurs de risque environnementaux, peut-être des choses dans les aliments. On sait que les agrumes, les légumes verts, ça prévient plutôt le risque de développer un cancer, mais on ne sait pas encore dans l'environnement ce qui peut provoquer cette augmentation du nombre de cancers de la bouche. D'autres facteurs évoqués sont par exemple les bains de bouche à l'alcool utilisés de manière répétée, des bactéries présentes au niveau de la bouche, des virus, donc le virus HPV qui donne le cancer de l'oropharynx, il peut donner aussi des cancers de la bouche, mais que dans 3% des cas. Donc, c'est pas ça qui explique non plus l'augmentation du nombre de cas de cancer de la bouche, des traumatismes dentaires répétés, l'âge, des facteurs génétiques. En tout cas, pour l'instant, le Centre international de recherche pour le cancer dit que les facteurs cancérogènes qui sont vraiment évidents, où on a des preuves suffisantes qui donnent des cancers de la bouche, c'est toujours le tabac, l'alcool, la noix de bétel, donc ça c'est plutôt dans les pays de l'Inde, et HPV 16, mais que pour 3% des cas de cancer de la bouche. Après, en fait, donc ça a été montré, dans 5 à 20% des cas, les cancers de la bouche sont précédés par des lésions qu'on appelle précancéreuses. Donc ça peut être des taches rouges qui restent, des taches blanches qui ne se détachent pas quand on essaie de les détacher, qu'on appelle des taches leucoplasiques, d'autres lésions qui peuvent être rouges, blanches, un peu mixtes, qui peuvent être des lésions de lichen, des sortes de bourgeons qu'on appelle des leucoplasies verruqueuses. Donc quand il y a des lésions au niveau de la bouche qui persistent, il faut aller consulter. Et les praticiens, en fait, normalement, ils sont formés à diagnostiquer ces lésions précancéreuses. Il faut faire une biopsie. Et si la lésion précancéreuse, elle est à haut risque de développer un cancer, à ce moment-là, le praticien, il va proposer de l'enlever d'emblée, même si c'est pas encore un cancer, pour justement éviter en fait que le cancer se développe. Après, si ces lésions précancéreuses, le risque il est très faible que ça devienne un cancer, à ce moment-là, on va devoir les surveiller très régulièrement, tous les 6 mois en fait, et jusqu'à en fait que ce soit retiré ou alors que ça ait disparu. Maintenant, s'il y a un cancer de la bouche, un cancer de la tête et cou qui est diagnostiqué, on va devoir faire un bilan qui est assez classique. Donc la biopsie, si c'est possible, on la fait en consultation, d'habitude sous anesthésie locale, pour essayer d'aller le plus vite possible vers le traitement. On va faire un examen sous anesthésie générale qui s'appelle une endoscopie, donc généralement en chirurgie ambulatoire. Ça va permettre au médecin de bien voir la tumeur, de voir s'il peut l'enlever avec des marges de sécurité, est-ce qu'il va falloir faire une reconstruction ou pas, et être sûr qu'il n'y ait pas un autre cancer qui soit associé. On va faire un scanner du cou pour bien voir la tumeur et voir s'il y a des ganglions qui sont présents, un scanner des poumons, qu'on appelle un scanner thoracique pour vérifier qu'il n'y a pas de métastase. Pour les cancers de la bouche, on va faire aussi une IRM parce que ça permet de mieux voir la tumeur. Et il va y avoir aussi un bilan dentaire qui est systématique, donc ça on le fait avant, parce que si les patients vont avoir de la radiothérapie après, il faut que les extractions dentaires aient été faites avant la radiothérapie, parce que le facteur de risque principal de développer une nécrose de la mâchoire, qu'on appelle une ostéoradionécrose, c'est le fait de devoir faire des extractions de dents dans les mois ou dans les années après qu'un patient ait eu une radiothérapie. Donc c'est pour ça qu'on enlève les dents nécessaires avant de faire un traitement. Ensuite, s'il y a une dénutrition, on va la prendre en charge, on va gérer la douleur. S'il y a une consommation de tabac et d'alcool, on va essayer de faire un sevrage. Et pour les patients qui ont plus de 75 ans, on va accompagner aussi la prise en charge en évaluant la fragilité des patients.
Tout ça, ça va nous amener à faire une classification de la tumeur qu'on appelle une TNM. Et ensuite, on va présenter le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire où il y a différents corps de métier, donc des chirurgiens, des oncologues, des radiothérapeutes, des fois des radiologues, des histologistes qui sont présents. Et ça va me permettre de faire une proposition de traitement qui semble la plus adaptée et la meilleure pour le patient qu'on va ensuite présenter en consultation d'annonce. Le traitement des cancers de la bouche, la particularité, c'est que le meilleur traitement qu'on peut proposer, c'est une opération si c'est faisable avec des marges de sécurité. C'est-à-dire que si on peut enlever le cancer avec du tissu sain tout autour, donc de visu, il faut qu'on enlève au moins 1 cm de tissu sain tout autour. C'est ce qu'on appelle des marges saines. Et en fait, différentes études ont montré que ça, c'est corrélé avec la survie des patients. Si les marges ne sont pas bonnes, eh ben, la survie, elle est moins bonne. Au niveau du cou, on est obligé de faire quelque chose. Donc, si la tumeur, elle est petite et qu'il n'y a pas de ganglion vu sur les bilans d'imagerie avant le traitement, on peut proposer une technique du ganglion sentinelle. Donc, on injecte un traceur la veille ou le matin de l'intervention et ensuite, on va enlever que le ou les 2-3 ganglions qui captent les cellules qui sont en lien avec la tumeur. Si le ganglion est envahi, on va devoir enlever tous les ganglions du cou. S'il n'est pas envahi, on va pouvoir s'arrêter là. Pour les autres cas, on va devoir faire ce qu'on appelle un curage cervical, c'est-à-dire qu'on va enlever le tissu gras qui est dans le cou et dedans, on va analyser pour voir s'il y a des ganglions et si on a des ganglions, on va vérifier qu'ils étaient ou pas touchés par le cancer. Et ensuite, une fois qu'on a les résultats donc de la tumeur, les résultats du ganglion, qu'il y a eu une cicatrisation plus tard, et ben peut-être qu'il faudra faire en plus une radiothérapie et en plus voir une radiothérapie et une chimiothérapie. Donc ça dépend ensuite des analyses. Quand on enlève le cancer, s'il est petit, on peut soit ne rien proposer, soit être obligé de faire une reconstruction. Donc, s'il est de petite taille, on va proposer des reconstructions avec des lambeaux qu'on appelle pédiculés. C'est des lambeaux qui sont dans la région de la bouche ou dans la région du cou. Par exemple, en bas à gauche, vous avez un schéma d'un lambeau qu'on va prendre au niveau de la joue. Des fois, on peut prendre un lambeau de la peau du cou pour reconstruire dans la bouche. Maintenant, si le cancer il est plus grand, on va devoir faire des reconstructions plus complexes, qu'on appelle des reconstructions par lambeau libre. Donc, il y a 2 équipes qui travaillent en même temps. Donc, ça a été le cas pour Maguelone. Une équipe qui va enlever le cancer et les ganglions du cou, et l'autre équipe qui va prendre un lambeau, une greffe ailleurs dans le corps. Donc, on va adapter en fait la greffe en fonction de la zone que l'on doit reconstruire. Donc, ça peut être de la peau du bras, comme pendant la glone, ça peut être de la peau de la cuisse. Si on doit prendre de l'os en plus, on peut prendre un os au niveau de la jambe, au niveau de l'omoplate, voire au niveau de la crête iliaque. Ce lambeau, on va le conformer pour lui donner la forme de la structure qu'on a dû enlever. Et pour qu'il continue à vivre dans la bouche, on va devoir le prendre avec les vaisseaux qui le nourrissent, donc avec une artère et une à 2 veines. Et sous microscope, on va devoir brancher les vaisseaux de cette greffe à des vaisseaux qui sont dans le cou. Donc, c'est une intervention qui dure 6-8 heures, voire plus dans certains cas. Alors, on m'a demandé de faire un petit mot sur les travaux de recherche. Donc, il y a différents travaux de recherche. Il y a des travaux de recherche qui s'intéressent à essayer d'améliorer la qualité de vie des patients après le traitement ou lors du traitement. Donc, nous, on a eu un financement de France 2030 de l'Agence nationale de recherche pour des travaux qui consistent à proposer des reconstructions des os du visage sans avoir à prendre des lambeaux libres en utilisant des biomatériaux. C'est le projet BioFace. Le professeur Voisard à Toulouse, elle travaille sur la vulnérabilité du cancer avec un projet Vulcano. Il y a plein d'hôpitaux qui sont associés pour essayer d'améliorer la reconstruction, les explications aux patients en utilisant notamment l'impression 3D. Donc, il y a un réseau de CHU. Il y a plein d'autres projets de recherche. Je ne peux pas vous les présenter tous. Il y a des projets qui visent à améliorer la survie et le contrôle de la maladie. Il y a notamment des travaux qui sont en cours, avec des essais cliniques en cours qui sont très satisfaisants sur un vaccin qui s'appelle, c'est les CTG 40-50, qui vise à limiter le risque de rechute et de récidive du cancer. Il y a des travaux sur l'immunothérapie pour les patients qu'on pourrait associer après les traitements, après la chirurgie, ou pour les patients qui peuvent pas être opérés d'emblée. Il y a des nouveaux traitements aussi pour les patients qui présentent des métastases dès le diagnostic. Voilà, je vais laisser la parole après à Maguelone. Merci beaucoup Agnès. Alors les cancers tétés-cou, et même si on focalise sur les cancers de la cavité buccale, c'est un champ qui est très large. Donc vous avez admirablement synthétisé à la fois le parcours de soins et avec ce petit rappel épidémiologique et puis ces perspectives rassurantes
pour les patients de recherche, tant pour améliorer la qualité de vie que c'est les perspectives de guérison, parce qu'à quoi bon la qualité de vie si on ne peut pas être soigné, au moins en rémission. Donc voilà, c'est des éléments qui sont très importants. Maglone, on va en venir à ton parcours, si tu veux bien. Maintenant qu'Agnès a tracé les grandes lignes d'un parcours classique, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? Alors, donc moi, j'ai subi une reconstruction par lambeau libre, à savoir que la tumeur sur le côté droit de ma langue a été retirée et ma langue a été reconstruite avec un bout de chair qui a été prélevé dans mon avant-bras gauche. Et ce trou, que j'appelle ma morsure de requin, a été comblé par de la peau qui a été prélevée sur ma cuisse gauche. Ça s'est passé le 29 décembre 2022 à l'Oncopole. Mon opération a duré à peu près 8 heures. J'ai passé 2 jours en soins intensifs le temps que la greffe prenne. Après, j'ai basculé en chirurgie. Je suis restée 15 jours à l'hôpital. Je suis sortie et là a démarré. Alors, juste si je reviens sur l'opération, qui est importante, il y a 2 équipes de chirurgiens qui sont donc intervenues. Le docteur Benjamin Vérel, premier chirurgien, et Agnès, donc en tant que chirurgien reconstructeur sur la partie de la greffe. Ma greffe a pris, ça s'est très bien passé. Je suis rentrée chez moi au bout de 15 jours et là j'ai démarré le travail le plus complexe certainement, à savoir la rééducation avec mon orthophoniste que je voyais 3 fois par semaine pour réapprendre à donner une bonne mobilité à ma langue et réapprendre à déglutir, à mâcher et à parler. J'ai aussi été suivie par une kiné qui a beaucoup travaillé à assouplir mes plaies, c'est-à-dire le côté droit de mon cou, puisque ma chaîne ganglionnaire a été enlevée, et mon bras. J'ai soufflé 15 jours une fois que je suis rentrée et j'ai enchaîné très très vite sur un cycle de 30 séances de radiothérapie. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai échappé à la chimio. Et une fois que j'ai fini la radiothérapie, j'ai attaqué les ateliers de soins de support à l'Oncopole et le sport aussi avec la CAMI. Voilà, j'ai repris le travail assez vite au bout de 8 mois, d'abord en temps partiel thérapeutique pendant 4 mois et à temps complet très rapidement, ce qui a correspondu à peu près à 1 an après mon opération. Voilà pour mon parcours à moi. Mais alors, dans tout ça, pourquoi écrire et comment tu arrives à avoir le temps d'écrire? Parce que ça ressemble quand même un peu à un parcours du combattant. Alors, déjà, j'espère que vous voyez mon écran. Non, alors, on ne le voit pas. Mais si tu veux, je reprends la main sur le partage. Alors, là, vous voyez quoi? Sabrina, je peux juste répondre à une question qui a été posée vite fait. Oui. Juste en attendant que Maglone, juste pour préciser, en fait, au niveau des cancers de la base de langue, donc qui est derrière, ça fait partie des cancers de l'oropharynx. Et là, j'ai dit en fait que la chirurgie, c'était le traitement principal, mais pour les cancers de la bouche. Donc les cancers de l'oropharynx, il y en a beaucoup qu'on traite par de la radiothérapie, de la chimiothérapie d'emblée. C'est juste pour préciser qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Par rapport à la question d'Erika. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend de beaucoup d'éléments de la localisation et du stade, de l'ampleur de la tumeur. Allez, vas-y, Maglone, on t'écoute. Donc là, je ne sais pas ce que vous voyez sur l'écran. Il faut juste que tu te mettes en diaporama et comme ça, on verra. J'y suis. On nous a joliment préparé. Voilà. Et comme ça, on voit le diaporama et on te voit nous donc expliquer. Là, vous le voyez là. Et vous, bon, oui, on continue à te voir. Donc,
par rapport à l'écrit, ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense qu'il est important de préciser au départ que les mots et l'écrit ont beaucoup de place dans ma vie. Je lis beaucoup, pas suffisamment à mon goût, mais je lis pas mal. J'aime les mots, le sens des mots, la portée des mots. J'ai toujours un peu écrit, de manière certes un peu désordonnée, mais certainement que le terrain était assez fertile au départ. Et quand le cancer est arrivé et que j'ai su qu'il allait peut-être me priver de la parole, finalement, la voie de l'écriture était assez évidente pour moi. Donc ça, c'est le préambule. Ensuite, pourquoi j'ai écrit? Et là, les raisons sont très variées et évoluent avec le temps. Au départ, j'ai écrit, d'abord, j'ai commencé à écrire le premier jour où j'ai appris les résultats de la biopsie. J'étais au bureau, je les ai appris au téléphone, j'ai raccroché. J'ai eu un temps d'attente où j'ai dû digérer la nouvelle et puis j'ai ouvert Word et j'ai commencé à écrire la première phrase du récit. Demain, Candice aura 14 ans parce que ma fille allait avoir 14 ans le lendemain. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit tous les jours pendant à peu près 1 an. Alors, la raison première, c'est la colère, c'est-à-dire que on a besoin de coucher ces mots sur du papier parce qu'on passe par plein de phases. Pourquoi moi et pourquoi elle m'a pris la langue? Et c'est un fabuleux exutoire. Soit j'allais taper des murs, soit j'écrivais. J'ai choisi d'écrire. Et ça m'a porté pendant pas mal de semaines le côté vraiment exutoire. Ensuite, j'ai compris quand j'en ai su un petit peu plus sur mon protocole que j'allais connaître certainement quelque chose d'assez lourd et que je ne voulais pas oublier. Et pour ne pas oublier, il n'y a rien de mieux que l'écriture. Moi, j'aime bien ce qui fige. Et ce qui fige, c'est la photo et c'est l'écriture. Et donc, le fait d'écrire allait me permettre de ne pas oublier. Après, on passe par une autre phase qui est celle de la famille et des enfants. Moi, j'ai des enfants, elles étaient ados, mes filles. Je pouvais pas tout leur dire et je voulais pas cacher non plus. Et je me suis dit que finalement, le fait de laisser un écrit, c'est quelque chose sur lequel elles pourraient revenir après. Et d'ailleurs, elles l'ont lu après. J'ai rien caché, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu leur dire. Donc, le fait d'écrire, c'était aussi un moyen pour moi de leur laisser une trace. Et puis après, bien après, quand j'ai compris que j'allais parler à nouveau, que j'avais traversé ça de manière assez sereine, sans traumatisme et même plutôt en rigolant, je me suis dit que peut-être mon histoire allait pouvoir peut-être aider d'autres personnes, d'autres patients qui passeront par là après moi. Donc voilà, l'évolution du pourquoi. D'abord parce qu'on est en colère, après parce qu'on veut pas oublier, après parce qu'on veut laisser une trace, et ensuite bien après, parce qu'au début on pense pas du tout aux autres, mais après on pense aux autres et on se dit peut-être que mon histoire elle va pouvoir servir. Donc ça c'est tout le parcours sur le pourquoi de l'écriture. Et après, on arrive au comment. Comment je vais faire pour arriver à partager cette histoire. Donc, il y a cette envie de partage, mais on est au pied de la montagne. Il y a plein de mots qui ont été accumulés. Alors moi, j'avais déjà une forme, j'avais un début, une fin, une construction linéaire par ordre chronologique, mais je savais pas du tout, j'en avais pas du tout parlé, je savais pas du tout ce que ça valait, si c'était intéressant, bien écrit, si ça avait un intérêt pour d'autres personnes. Et donc, on commence par plusieurs étapes. Et la première, ça a été de le partager, de le faire lire pour la première fois. Et cette première fois, elle est hyper importante. Je savais très bien qui je voulais cibler. C'est une de mes amies qui s'appelle Pauline, qui lit beaucoup, qui lit des scénarios toute la journée, qui est très exigeante, et je savais très bien que si ça avait été très mauvais, elle m'aurait dit arrête-toi, c'est pas fait pour toi, il faut que tu passes à autre chose. Et donc un jour je lui ai envoyé, comme elle est très entière, je savais qu'elle allait le lire dans la nuit. Elle l'a lu dans la nuit, j'ai pas très bien dormi cette nuit-là, et le lendemain j'avais un retour positif de sa part qui disait en gros fonce, tu peux y aller. Donc ça a été le premier indicateur. Après je l'ai fait lire à une deuxième amie qui me connaît beaucoup, qui lit beaucoup aussi, Catherine, et à partir du moment où j'ai eu ces deux retours, je me suis dit que peut-être je pouvais envisager
de le partager. Donc là, j'ai commencé à le faire lire à mon entourage, pas à ma famille. J'ai pas réussi à en parler à ma famille du tout. C'est quelque chose que je voulais garder pour moi. Donc mon entourage a commencé à le lire. Je me suis beaucoup nourrie de ses retours et puis et ben malgré tout ça, j'avançais, mais j'avais l'impression que j'avançais de manière bancale et qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai compris un matin en me levant qu'il me manquait certainement le regard de celle qui m'avait reconstruite et que ça me manquait pour avancer. Donc un jour, j'ai écrit un mail à Agnès. J'ai dit: bonjour Agnès, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, vous m'avez refait la langue et j'ai plein de mots qui sont accumulés, je ne sais pas trop quoi en faire, mais je pense que ce serait bien que je vous le partage. Et donc, j'ai demandé à Agnès si elle voulait bien le lire. Agnès m'a dit oui, je l'ai envoyé. Et là, j'ai attendu. Donc ça, elle ne sait pas, c'est très bien, je vais lui dire. J'ai attendu 7 nuits. C'est pas beaucoup, hein, 7 dodo, mais j'ai beaucoup stressé et j'étais, je me demandais si elle n'aime pas et si elle veut pas que je parle d'elle. Elle a une place qui est très importante dans ma vie de patiente et très importante dans ce récit. Et c'était clair pour moi que je ne serais pas allée plus loin si son retour avait été mitigé. Je suis allée plus loin, donc son retour n'a pas été mitigé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, tu peux y aller. Donc j'avais le retour de 2 copines importantes, le retour d'Agnès, de la Queen qui m'a pas dit non, donc j'y suis allée. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé des démarches pour essayer de trouver un éditeur. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. J'ai passé entre 6 mois et 8 mois et je n'ai pas réussi à trouver d'éditeur pour le porter. Et là, je me suis retrouvée au milieu de l'été dernier, donc c'est pas très loin, un peu découragée en me disant mais si personne n'en a voulu, c'est que les gens estiment que ce n'est pas intéressant et que mon histoire n'intéresse pas et ne va pas en aider d'autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin de me faire aider. Donc, j'ai pas eu besoin de me faire aider pendant ma traversée. Je m'en suis plutôt assez bien sortie toute seule avec ma famille et mes amis. Mais là, à ce moment-là, j'étais dans une impasse. Donc, je suis allée retrouver Céline, psychologue, qui m'avait aidée il y a des années à démêler d'autres nœuds. Et je suis allée la voir en lui disant « Céline, j'ai tous ces mots, j'ai écrit un peu furieusement dans l'urgence et je ne sais pas trop quoi en faire. » Et il s'avère que ce livre, c'est une histoire de jolies rencontres parce que Céline, que je connaissais, est aussi psychologue à la Ligue contre les cancers à Toulouse, qu'elle anime beaucoup d'ateliers d'écriture et c'était certainement écrit que c'était elle qui devait m'aider dans cette réflexion. Donc, on s'est posé, j'ai essayé de prendre de la hauteur et essayer de comprendre pourquoi ces mots, pourquoi certains écrivent et n'ont pas le besoin, ne ressentent pas le besoin de le partager, pourquoi moi j'avais une furieuse envie de le partager. Et donc, j'ai travaillé tout l'été, sur le mois de septembre aussi. Et puis un jour, Céline m'a parlé d'un livre qui m'a beaucoup apporté. C'est un livre de Nicolas Bendrien qui s'appelle « Écriture et réel du cancer, gratter le mur ». Et c'est un ouvrage qui analyse les productions écrites par des patients. Alors Nicolas Bendrien, c'est un psychanalyste qui accompagne des patients à Gustave Roussy. Et ce livre m'a beaucoup aidée. Je l'ai dévoré et il m'a permis de comprendre pourquoi moi aussi j'étais arrivée dans ce processus d'écriture. Et je me souviens d'un soir où j'ai lu une phrase qui a certainement été le déclencheur dans mon choix d'aller plus loin derrière. Et cette phrase disait entre publier et oublier, il n'y a qu'une seule lettre d'écart. Entre publier et oublier, il n'y a qu'une seule lettre d'écart. Et cette phrase, je l'ai ruminée toute la nuit. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, je suis dans cette idée-là, c'est-à-dire que certainement que le fait de publier, c'est pas pour oublier, parce qu'on n'oublie pas ce qui nous arrive, mais certainement que c'est la façon pour moi de mettre le mot fin sur cette traversée qui a été assez longue. Voilà comment on arrive dans le process d'écriture avec les mots et la réflexion qu'on
qu'on doit mener. En tout cas, c'est celle qui m'a aidée moi. Et donc, un matin, je me suis dit, ben en fait, tu vas y aller. Et puis, puisqu'aucun éditeur n'en a voulu, ah ben tu vas le faire toute seule. Et pour le faire toute seule, aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, c'est l'auto-édition. Alors, l'auto-édition, c'est très simple. On fait tout soi-même. On s'adosse à une plateforme. Moi, j'ai choisi Books on Demand, qui s'appelle BOD. Et ben, j'ai tout fait. C'est-à-dire, on choisit le format du livre, on met en page son récit, on choisit la couleur du papier, la typo, la taille de la typo. Toi qui as mis en page ton récit, donc. Voilà. Hein, oui, oui. Donc, ça se fait sur Word. On travaille sur des gabarits et puis après, on passe du temps, les interlignes, les sauts de page, tout. On fait corriger le texte par des copines qui sont pas trop mauvaises en orthographe et malgré tout ça, il y a quand même des fautes. Bon, enfin bref, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est la couverture du livre. Ça, c'est un joli cadeau d'une de mes amies réalisatrices graphiste qui s'appelle Elodie Maillard, que j'ai briefé un jour en lisant, ben voilà Elodie, je voudrais que tu me fasses la couverture. Moi, ça a été joyeux, j'ai beaucoup rigolé. Je voudrais qu'on voit une langue parfaite puisque la mienne, elle est imparfaite. Je veux des couleurs, je veux des soignants, je veux qu'il y ait une référence à Agnès dessus. Et voilà, et un jour, elle est arrivée avec ce projet magnifique que j'ai presque pas bougé à quelques détails près et qui reflète à merveille le récit que j'ai écrit. Voilà. Donc ça, c'est tout le process de l'envie à l'auto-édition. Et aujourd'hui, l'auto-édition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le livre existe, mais il n'est pas présent physiquement. C'est-à-dire que l'impression du livre n'est déclenchée qu'à la commande. Donc, on peut le commander sur le site de l'auto-éditeur, on peut le commander dans toute librairie, en ligne ou physique, mais il n'est pas présent physiquement. Alors ça, c'est un peu ma frustration, mais il existe quand même et je suis arrivée finalement à ce que je voulais, à le partager. Oui, voilà. Et puis c'est à date, il n'est pas présent physiquement dans les librairies. Maintenant, on verra tout à l'heure la suite que tu peux donner à cet ouvrage. Mais d'abord, je voudrais revenir quand même sur une étape importante. Tu parles avec précision de l'attente du retour d'Agnès par rapport à cette lecture. Tu comptes en nuit, donc c'est très précis quand même dans ta mémoire. Oui, elle le sait pas, mais elle le sait pas. Et pourtant, cette nuit, Agnès, c'est pas beaucoup puisque vous avez un agenda de ministre. Mais non, mais je pense que l'attente, elle est normale. À partir du moment où on attend un regard qui est important, et son regard était important pour moi et même décisif. Vraiment, je pense que je ne saurais pas aller plus loin si elle m'avait dit, alors bon, comme elle est très polie, elle m'aurait pas dit c'est tout pourri, mais j'aurais senti que c'était ça, peut-être, voilà. Mais vous, Agnès, comment vous vous saisissez de cet ouvrage? Parce que c'est vrai que Maglone, elle retrace son parcours et c'est ce qui fait toute la force de ce livre, c'est que à la fois il est très ancré dans le réel, mais à la fois il y a une écriture, il y a un style Maglone qui est, je vais pas mentir que j'adore, qui est à la fois très direct et plein d'humour. On rentre pas dans le pathos. Et puis il y a votre présence, il y a votre humanité et votre professionnalisme qui ressort de ce livre. Agnès, comment vous le vivez quand vous lisez, quand vous découvrez cet ouvrage? Alors, en fait, du coup, je dis à Maglone, non, mais j'ai lu en 2 jours. Mais après, en fait, j'ai attendu pour le retour. Ah bah ça, c'est pas cool. Bah voilà une info que j'apprends parce que mon cœur, il a été mis à rude épreuve. Non. Bah, en fait, moi, je l'ai dévoré parce que, ouais, comme vous l'avez dit, Sabrina, Maglone, elle écrit hyper bien. C'est plein d'humour. C'est très, très facile à lire. Après, en fait, c'est vrai que comme elle parlait beaucoup de moi dans le livre et très, très gentiment, ça fait plaisir, mais j'étais un peu gênée dans ce sens-là. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai attendu un peu pour répondre. Mais voilà, en fait, non, mais ça fait plaisir forcément. Et après, en fait, c'était agréable de voir tout ce que Maglone disait sur l'ensemble de l'équipe.
que ce soit en fait les aides-soignants, les infirmières, les anesthésistes, mes confrères chirurgiens, et ça fait du bien, je pense, à tout le monde. Après, parce qu'à la fois, voilà, c'est ça, c'est qu'à la fois ça retrace le parcours de Maglone, mais c'est aussi et on verra après ce qui va en être, mais c'est aussi un grand merci aux soignants, alors à vous en particulier, mais aussi, enfin, il y a un passage dont je me souviens sur qui du coup tag un peu plus les infirmiers et infirmières de nuit en post-op dont on a tant besoin, mais avec lesquels c'est difficile d'échanger parce qu'avec une trachéotomie à ce moment-là, enfin voilà, on n'arrive pas à exprimer ce merci en tant que patient qu'on voudrait exprimer à l'égard des soignants. Et Maglone, quelque part, au travers de ce livre, tu portes la voix des patients dans le merci de la façon dont vous nous accompagnez dans ce parcours, en fait. Le livre, il est aussi fait pour eux. C'est-à-dire que dans les objectifs que j'avais, il y avait aussi celui-là. C'est-à-dire j'ai été très, très bien entourée et tout ce que j'écris est vrai. Et tous les soignants sont importants. Marie-Agnès, évidemment, mais il y a les infirmières, les aides-soignantes et on traverse aussi leur vie ces jours-là à l'hôpital. En plus, au départ, on peut pas parler, donc en fait, on peut pas crier, leur dire merci. Alors, moi, j'avais mon ardoise Velleda, j'écrivais comme je pouvais, mais c'est hyper frustrant de pas arriver à leur dire merci, tout simplement. Donc, ce livre, tant mieux. S'il sert à ça, je suis super contente aussi. C'est fait pour ça aussi. Et du coup, Agnès, est-ce que tout à l'heure, Maglone l'a dit de façon très ludique, publier, c'est oublier. Alors non, on n'oublie pas, mais ça permet en tout cas de tourner une page ou d'ouvrir un nouveau chapitre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe chez d'autres patients? Est-ce que c'est une démarche régulière? Alors c'est pas tous les jours, mais il y a beaucoup de patients effectivement qui mettent des mots sur leur parcours. Une fois, j'avais un patient ancien rugbyman, il avait écrit en fait son parcours sous forme d'un match de rugby. Et c'était très bien écrit, c'était très rigolo. Et il m'avait en fait donné après toute l'écriture de son match jusqu'au moment en fait où on lui parlait de la rémission. Et voilà, moi je lis en fait à chaque fois qu'on me donne en fait à lire, je les lis tous. J'aime bien. C'est une source d'enrichissement pour vous, quelque Oui. part ou... Oui, aussi, oui. En fait, de voir le ressenti des patients. Alors, le livre de Maglone, du coup, il y a des internes qui l'ont lu, plein de chirurgiens, des aides-soignants, et tous, en fait, ils ont dit que ça les avait enrichis de voir, en fait, le ressenti de l'autre côté. Et notamment, en fait, certaines choses, certains détails auxquels nous, en fait, on pense pas, et auxquels peut-être des patients peuvent s'attacher. Juste, même notre façon en fait de s'habiller. Maintenant, je fais plus attention à comment je m'habille. Ah, c'est drôle, j'étais sûre que vous allez vous dire ça. En fait, on s'embête un peu dans nos chambres, donc on détaille sans être voyeur du tout. On se dit, ah tiens, aujourd'hui il a mis ça. Ah tiens, lui il a mis ça. Ah tiens, là il manque la petite étiquette avec écrit infirmière. Enfin bref, tous ces petits détails qui sont importants aussi. Et selon vous, est-ce que le parcours de Maglone, il est représentatif de celui des patients? Alors là, on passe hors écriture parce que il faut quand même une pugnacité assez importante pour entretenir voilà, ce texte, le faire vivre, l'incrémenter au fur et à mesure du parcours, surtout quand on connaît la fatigue qui peut être la nôtre pendant les traitements. Mais est-ce que le parcours médical de Maglone, il est représentatif de celui des patients en cancérologie TTQ et notamment pour ces cancers de la cavité buccale? Ah oui, je pense qu'il est représentatif. Maglone, elle explique plein de choses, les soins intensifs, la durée d'hospitalisation, la sonde nasogastrique, la gestion de la trachéotomie, la rééducation qui est très lourde, les traitements en plus après la radiothérapie, après la chirurgie qui est déjà un traitement extrêmement lourd. Donc oui, c'est représentatif. Après, en fait, il y a peut-être, voilà, chaque parcours est aussi différent. Il y a des patients qui ont des traitements moins lourds que ceux de Maglone. Heureusement, ça a été un traitement lourd. Il y en a qui ont des traitements encore plus lourds avec des suites qui sont plus compliquées.
et qui n'arrive pas non plus en fait à avoir voilà l'élocution qu'a Maguelone actuellement. Donc moi, je pense ça représente un parcours très lourd déjà en fait pour un patient qui a eu un cancer ORL. Après, peut-être pour des patients en fait, ça a été encore plus lourd, mais c'est représentatif de plein de choses. Oui. Et du coup, Maguelone, cette représentativité, tu nous as dit un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as écrit pour remercier les soignants, mais aussi parce que tu as réalisé que ça pouvait être utile pour d'autres. Concrètement, Ouais. comment tu te projettes maintenant que même si c'est une auto-édition, quelles sont les perspectives par rapport à cet ouvrage qui a quand même d'excellents retours, on va pas se cacher, et qui pourrait quand même être très utile tant pour les soignants dans l'apprentissage, j'ai envie de dire permanent de cette fonction, mais aussi pour les patients. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu de comment, à partir du moment où j'ai décidé de le sortir, de comment on le travaille après. Alors, normalement, il y a un slide, vous devez voir le bon slide. Alors, si tu te mets en mode diaporama, c'est encore mieux, Maguelone. Ben alors, Si j'y suis, mais ouais. Voilà, super. Bon. Ça va se mettre Ah non, il veut, pourtant, j'y suis en diapo. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Enfin, on voit quelque chose à l'écran? Oui, on voit à l'écran. Ok. Alors, juste pour vous partager un peu comment j'ai vu les choses. Donc moi, je travaille dans le marketing, donc j'aime bien réfléchir en amont à pourquoi on fait les choses et à l'histoire qu'on veut raconter. Et quand on veut raconter une histoire, on travaille sur un pitch. Et je suis sortie un peu de mon rôle de patiente. J'ai essayé de prendre un peu de hauteur et de me dire, mais en fait, ton histoire, qu'est-ce que c'est et où est-ce que tu veux la mener? Et pour qu'un pitch soit bon, il faut qu'il soit pas trop long, qu'il arrive à tenir en une phrase. Et donc, je me suis posée et je suis arrivée à ce pitch. Qu'est-ce que c'est que mon histoire? En fait, mon histoire, c'est l'histoire d'un crabe qui perd et d'une fille qui s'en sort grâce à une chirurgienne brillante et des soignants exceptionnels. Voilà, ça, c'est mon histoire. Et à partir du moment où j'ai déterminé cette histoire, je me suis dit quels sont les objectifs que tu veux donner à ce récit au-delà de boucler ton histoire à toi. Parce que finalement, le livre, c'est aussi un moyen de mettre le mot fin après mon aventure. Et je me suis dit depuis le début que mon objectif, c'était de plus parler des cancers ORL qui explosent et dont on ne parle pas beaucoup, et que mon livre, en fait, il serait une forme de support à cet objectif-là, et qu'il fallait qu'il serve ce support-là. Et aujourd'hui, je suis hyper touchée quand j'ai des retours sur l'écriture, sur le style, sur les mots, sur l'humour, sur tout ce qui est plutôt littérature. Et certainement que ça m'incite à écrire, à continuer à écrire, ce que je pense que je vais faire. Mais je suis encore plus contente quand on me dit j'ai lu votre livre et j'ai eu la même chose que vous et en fait, je me suis enfin pas sentie seule. Ou j'ai eu la même chose que vous, mes enfants sont trop petits, je sais pas comment leur en parler et je garde votre livre pour en parler, leur en parler plus tard. Ou j'ai eu un cancer du sein, c'est pas un cancer de la langue, mais votre livre il m'a aidé et je veux en parler à ma tante qui est infirmière. Voilà, tous ces retours-là, ils me touchent vraiment beaucoup et ils m'incitent à aller plus loin, en tout cas à faire parler du livre. Une fois qu'on a déterminé un peu où on veut aller, il faut qu'on passe à l'étape médiatisation. Et là, depuis le départ, une fois de plus, ce livre, c'est une histoire de rencontre. Quelques mois avant d'être opérée, on m'a mis en relation avec Laurence. Laurence, c'est une personne qui travaille chez Radio France, c'est une amie, qui a eu la même chose que moi à 3 mois d'intervalle. Elle a eu un cancer de la langue aussi. Ça a été une récidive, donc un peu plus costaud que moi. Elle a été opérée à Gustave Roussy, à Paris, moi à Toulouse. Et en fait, on a vécu nos traversées en même temps.
On s'est épaulées toutes les deux. On l'a pas vécu de la même manière, mais peu importe, on s'est épaulées et il s'avère que Laurence est attachée de presse chez Radio France, qu'elle est tout à fait douée et qu'elle m'a proposé de porter la promotion du livre. Et eh ben, en fait, ça a démarré comme ça et il y a énormément de retombées autour du livre qui sont dues à son travail et je la remercie parce que j'aurais pas pu le faire toute seule. Voilà, donc il y a eu un passage dans C'est à vous qui a tout déclenché. Après, il y a eu la presse, il y a eu Le Parisien, il y a eu la Dépêche du Midi, il y a eu la radio, il y a eu RTL, il y a eu La Croix, La Vie. Je pense que tout ça m'a un petit peu dépassée et je trouve ça super parce que enfin, on a fait la lumière à travers mon histoire sur ce cancer-là. Ce qui est important aussi, c'est que Agnès est beaucoup intervenue à mes côtés et qu'on l'a fait beaucoup à deux. Je la remercie parce qu'elle l'a fait avec le temps qu'elle n'a pas. Et certainement qu'à deux, on est plus fort et qu'on tient deux discours complémentaires. Et ça, c'était chouette. Donc, merci Agnès d'avoir joué le jeu sur ça. C'est bien. Donc ça, c'est la presse. Et après, on se dit, bon, alors, comment je peux continuer à le faire vivre? Et moi, j'aime beaucoup la photo. Et la photo, comme l'écrit, ça permet de figer des phases. Et j'ai pris beaucoup de photos pendant toute cette traversée. Alors, des photos assez brutes et puis des photos pas si brutes. Et je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée d'accompagner la sortie du livre via une page Instagram publique que j'ai ouverte le jour où le livre est sorti. Et je poste tous les jours une photo qui reflète ma traversée. Alors là, c'est sympa, on n'a pas mis de photos gore, mais il y a des photos du départ qui sont un peu costauds. Mais j'ai décidé de ne rien cacher. Et je pense que c'est important de voir d'où l'on part, c'est-à-dire d'un peu bas, et où est-ce qu'on arrive. Alors au bout d'un moment, j'aurai plus de photos, donc je vais arrêter de l'alimenter. Là, j'en ai déjà publié beaucoup, mais ce sont des photos de vie, de ce qui m'a traversé, de mes moments à l'hôpital, de comment va ma morsure de requin, comment va ma taillade dans le cou, comment va ma cuisse, etc. Et je suis contente parce que ce compte Insta, c'est un lien aussi avec l'extérieur. J'ai beaucoup de patients qui m'écrivent à travers cette page et je suis super contente. J'ai des retours de lecture, j'ai des questions sur des patients qui vivent la même chose que moi. Et c'est un moyen supplémentaire, en fait, d'avoir un lien avec eux. Voilà pour c'est la continuité du livre, mais en photo. Et je trouve ça assez complémentaire finalement avec le livre. Alors, après, donc le livre, il est sorti il y a 2 mois, c'est assez récent, mais on pense toujours à l'après. Je pense que la promo va se calmer un petit peu et il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire derrière. L'objectif pour moi, il est toujours le même, c'est qu'on puisse parler à travers mon histoire des cancers ORL et j'essaie de réfléchir à pas mal de choses, mais je suis toute seule, j'ai pas l'aide d'un service comme d'un éditeur derrière, donc je fais comme je peux avec le temps que j'ai, puisque je travaille par ailleurs. Donc mon objectif premier, c'est de continuer à le faire vivre auprès des patients et des soignants. Par plein de petites idées. Hier encore, j'étais en échange avec une personne de la Croix-Rouge à l'Oncopole et au CHU de Rangueil qui gère les bibliothèques hospitalières. Donc, je vais lui apporter des livres pour qu'ils puissent être disponibles pour les patients dans le cadre de ces bibliothèques. J'essaie de réfléchir aussi avec l'Oncopole et le CHU. Alors, je vise d'abord Toulouse parce qu'il faut d'abord viser dans son lieu de vie. Et après, si ça marche, j'essaierai de l'étendre un peu plus loin. Mais pour l'instant, Toulouse, d'essayer de faire exister le livre aussi dans les cafétérias et les points relais des hôpitaux. Alors ça, c'est pas très simple parce que le fait que le livre soit auto-édité, c'est pas très facile à gérer pour un point de vente. Pour l'instant, je n'ai pas réussi, mais je vais continuer à m'y atteler. J'aimerais aussi
pouvoir déposer des petits flyers ou des affichettes avec la couverture du livre et avec un petit mot opéré à l'Oncopole à Toulouse dans les salles d'attente de consultation, de chimio, de radio pour que les patients et les soignants puissent être au courant de l'existence du livre. Donc ça, c'est un petit travail de fourmi que je tente de mener quand je le peux, en fonction du temps que j'ai. Je pense aussi que ce serait bien de toucher une cible un peu plus jeune, parce que ce cancer, il touche aussi des sujets jeunes et surtout féminins. Donc, j'essaie de réfléchir à comment faire pour toucher cette cible. Et aujourd'hui, si je veux toucher cette cible, il faut que je m'adresse à des médias qui sont 100% vidéo. Donc, j'ai lancé des invitations à des médias comme Brut, comme Combini, comme Néo, comme Légende. J'essaie de solliciter des personnes qui travaillent là-bas pour essayer d'avoir des retours. Je n'ai pas réussi pour l'instant, mais je ne désespère pas. En tout cas, c'est ce que je mène pour essayer de toucher un public un peu plus jeune. Et je réfléchis aussi. Alors ça, c'est un gros travail, à la possibilité peut-être de décliner le livre en version audio et en podcast. Alors le podcast, c'est un travail qui est très différent parce qu'il faut réécrire. Donc je sais pas du tout, pareil. Je réfléchis à tout ça, à comment donner une résonance un petit peu différente. Il y a un autre axe qui me plaît bien, c'est le fait de partager mon histoire en parlant, parce que comme vous l'entendez, j'aime bien parler, et puis j'ai la chance d'avoir une langue qui a été très très bien reconstruite, donc je parle très très bien. Donc si je peux participer à des débats, à des rencontres, à des tables rondes, c'est avec plaisir que je le ferai. J'ai essayé la semaine dernière, j'ai été invitée à Anglette. D'ailleurs, je remercie, si elle m'écoute, celle qui a été à l'initiative de cette rencontre. C'était une thématique cancer et résilience. On était plusieurs à participer à cet échange. J'ai trouvé ça hyper enrichissant et j'ai trouvé ça bien de pouvoir témoigner à travers ce genre d'événement. Voilà, il y a certainement plein d'autres idées et en fait, je me laisse un peu porter, je crois. C'est-à-dire que peut-être que l'aventure de ce livre, si je n'arrive pas à trouver d'éditeur, parce que j'ai toujours en tête quand même la possibilité qu'il puisse être repris par un éditeur, pas parce que je suis pas contente de la façon dont il existe aujourd'hui, mais je suis un peu frustrée du fait qu'il ne soit pas disponible partout. Et pour moi, un livre, c'est de la culture, ça doit être disponible partout, sur des tables de librairie, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si j'arrivais un jour à peut-être faire en sorte qu'un éditeur le repère, je serais très contente. Mais en même temps, je suis très contente de ce qui m'arrive déjà. Le livre, il est là, il existe. Et peut-être que l'histoire de ce livre, c'est que je le porte seule, avec toutes les rencontres que je fais. Et il y en a beaucoup. Et voilà, c'est un peu l'histoire de ce livre et de là où je voudrais en arriver plus tard. C'est la belle histoire de ces livres. En tout cas, toute l'énergie que tu y mets fait chaud au cœur parce que on voit que c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement. Et moi, ce que je vois aussi, c'est la présence d'Agnès qui est très qui est très à tes côtés, qui t'accompagne dans cette aventure. Agnès, on a déjà eu l'occasion d'échanger à plein d'égards. Je connais votre engagement pour la cause des cancers TTQ et c'est vrai que au-delà de votre expertise de soignante, il y a cette fonction de communication qui contribue, comme le dit Maguelone, à mieux faire connaître ces cancers pour que déjà pour qu'ils soient mieux diagnostiqués, on sait que c'est un problème majeur, mais aussi pour que les patients se sentent moins isolés, parce que quand on a le cancer, quand on développe un cancer, c'est déjà difficile, mais qu'en plus, quand on développe un cancer qui potentiellement peut nous empêcher de communiquer, il y a une forme d'isolement, surtout quand ce cancer est peu connu. Donc tu brises un peu, Maguelone, cet isolement, et Agnès, vous portez cet effort. Vous faites un super duo. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a des questions. On va essayer de faire vite parce que
parce que c'est la fin. Donc, il y a Frédéric qui nous demande donc ça c'est plutôt pour Agnès, quel professionnel consulter en cas de lésion? Alors, on peut consulter des chirurgiens ORL, des chirurgiens maxillofaciaux, des stomathérapeutes. Et après, en fait, en fonction des lésions, des dentistes aussi sont formés à voir en fait s'il y a des anomalies et s'il faut adresser des patients suite à une consultation pour une biopsie. Alors, il y a Bernard qui nous dit, Maglone, qu'il est étonné par la qualité de ton élocution. Merci Bernard. Et effectivement, il y a du travail de kiné et d'orthophonie derrière. D'orthophonie surtout, je crois, pour toi, Maglone. Orthophonie, beaucoup. Bah, c'est un tout. D'abord, j'étais bien opérée, donc ça, c'est important. Encore, on revient sur Agnès qui va se cacher, mais c'est important. Et après, oui, c'est beaucoup de travail d'orthophonie. Et là, j'ai vraiment pas lâché. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu reprendre le travail assez vite. Parce qu'en fait, c'est un peu le cercle vicieux. Plus je parle, plus j'entraîne ma langue, plus ça me fatigue aussi. Mais plus j'arrive à ce résultat qui est plutôt très bon. Voilà. Ouais, donc là, même le cercle vertueux. Faut pas lâcher. Et c'est vrai que et c'est vrai que ça peut paraître dur quand on est fatigué par l'épreuve, mais quand on voit le résultat, ça peut être motivant. Il y a Carole qui nous pose une question assez technique, Agnès, et qui nous demande est-ce qu'on peut avoir une reconstruction de la langue 20 ans après des traitements? Alors, ça dépend, en fait, c'est difficile de répondre comme ça. Ce serait possible, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué quand il y a eu déjà les opérations, de la radiothérapie. Donc c'est à discuter en fait après évaluation avec des professionnels qui font ce type de chirurgie. Et après, des fois, en fait, on peut faire une reconstruction, mais des fois, les résultats sont pas toujours aussi bons que ce que le patient espérait en fait au départ. Donc voilà, c'est à discuter. En général, la reconstruction se fait plutôt dans la foulée de l'exérèse. Pour optimiser les chances de réussite, c'est ça? C'est ça. Normalement, oui, mais après, ça peut arriver de devoir le faire aussi à distance. D'accord. Donc, il faut, Carole, il faut vous renseigner auprès. Alors, vous habitez en Bretagne, donc sûrement le CHU de Brest, pour avoir des réponses à ces questions de façon plus précise selon votre cas. Il y a Véronique Maglone qui te dit qu'elle organise le premier salon du livre spécial oncologie à l'automne 2025 à Reims et semble-t-il tu serais la bienvenue. Donc je vous laisse entrer en contact Véronique avec Maglone si besoin, on fait le transfert sans souci. Alors encore des merci pour le témoignage de Marie-Noël. Il y a Jacques qui nous a demandé les précisions sur le livre de Nicolas, attention, Bendrienne. Voilà, et donc on le lui a donné. Super. Et il voudrait acheter ton livre, mais par chèque et non pas par carte bancaire. Donc peut-être on pourra laisser ton adresse mail, Maglone, à la fin. Oui. Pour que, oui, avec grand plaisir. Donc Béatrice qui nous dit qu'elle elle a eu le même type de cancer que toi et qu'elle a l'impression que tu as écrit son histoire. Ça me plaît. Benjamin qui nous dit que ça l'a beaucoup aidé pour le parcours de sa fille. Donc qui te remercie encore. Après, dans les questions plus en détail, donc tu as beaucoup de remerciements. On te conseille d'aller vers les orthophonistes dans les facs d'orthophonie. On te conseille de t'orienter vers le podcast Cancer Héros. On te remercie beaucoup. Il paraît qu'il y a une librairie qui s'appelle Onco en ligne. Ah, super. Je vais voir tout ça. Je regarde le fil du chat en même temps et il faut que je note tout. Et il y a Jazzy Jazz qui nous dit que ce serait bien qu'on soit autour d'une table pour parler de tout ça. Alors, si seulement on pouvait, j'avoue qu'on aimerait bien nous transposer les échanges virtuels en échanges plus réels. Peut-être un jour
on pourra justement organiser un temps d'échange autour de cet ouvrage, pourquoi pas, en réel, à l'occasion d'un événement, pourquoi pas, ce serait une très bonne idée. Il y a une question aussi, est-ce que tu arrives, Maglone, à manger tout ce que tu veux? Alors ça, je sais qu'il y a des réponses dans le livre. Hein. Bah oui, j'ai galéré sur pas mal de choses, mais aujourd'hui, je mange de tout. Il y a des choses que j'aime moins manger. La viande, un peu moins, certainement parce qu'il faut mastiquer un peu plus et que ça me demande un peu plus de travail. Sinon, je mange de tout. Il faut que ça ait un peu d'épaisseur. Le truc sans épaisseur me met en difficulté, clairement. Donc voilà, mais sinon je mange de tout. Il faut que je fasse un peu plus attention sur la façon dont je mâche. J'ai l'impression parfois que je suis pas assez carrée sur ça. Voilà, et puis il y a un truc que je déteste, c'est toutes les graines, boulgour, semoule, tout ce qui se met derrière le lambeau là, parce que mon côté droit il est complètement mort. Donc en fait non, j'aime pas trop. Sinon je mange absolument de tout et bon, ma langue ne supporte pas tout, mais ça c'est un autre sujet. Tu l'écris, des fois elle fait des pics-pics et elle se rappelle à toi. Un peu compliqué, mais ça va. Elle me permet de parler très bien et c'était le plus important pour moi. Les désagréments, en fait, on s'y fait, c'est pas très grave. Aussi en cancérologie ORL, c'est un graal quand on arrive après des parcours comme le tien à remanger le plus possible, surtout si on a connu la sonde nasogastrique ou la gastrostomie. C'est vrai que voilà, on sait à quel point ça peut être contraignant. Donc c'est véritablement porteur d'espoir pour ceux qui traversent ces épreuves et qui peuvent se projeter dans un après. Il est 13h01. On est pas mal au niveau du timing. Agnès, vous nous avez consacré beaucoup de temps. On vous a pas laissé beaucoup la parole. Est-ce que vous voudriez le mot de la fin? Oula. Non, moi je voulais remercier Maglone et puis la féliciter encore pour tout ce qu'elle fait, en fait, pour son livre, pour le fait de mettre en lumière les cancers de la tête et du coup essayer, en fait, ça permet d'éviter peut-être que des patients soient plus dans l'errance diagnostique parce que ça permet de sensibiliser des patients, mais ça permet de sensibiliser surtout des professionnels de santé et c'est important. Et voilà, je voulais féliciter aussi Corasso pour tout le travail qu'ils font auprès des patients et auprès aussi des soignants. J'ai pas d'autre chose à dire. Eh ben, merci Maglone. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots? Merci à toi Sabrina parce que c'est ton initiative et c'est super. Agnès, je vais arrêter de la remercier parce que sinon on va prendre la grosse tête. Mais évidemment Agnès, formidable. Voilà, la meilleure. La queen, on a oublié de le dire. Eh ben, moi, je vais vous remercier toutes les deux pour votre disponibilité, pour votre franc-parler, parce que c'est tout l'intérêt de ces webinaires, c'est de pouvoir se dire les choses et puis d'en découvrir encore. Et puis, oui, bien sûr, l'opportunité, on l'espère un jour de se rencontrer en vrai, d'organiser un bel événement au sein de l'association. Quand l'organisation le permettra. Merci à ceux qui ont posé des questions, qui ont témoigné, qui ont remercié. C'est aussi la richesse de ce type d'échange. Vous y contribuez grandement. Et ben, je vous souhaite à tous un bon appétit puisqu'il est l'heure. Merci, bon appétit à tous. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Au revoir.